Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous d'être venus pour assister à la conférence de notre ami Jacques Leroy. Je vais vous présenter un peu le contexte dans lequel Jacques a été amené à intervenir. J'ai proposé à une petite compagnie d'assurance qui s'occupe des travailleurs indépendants de Lyon, avec un collègue de Paris 5, de traiter du renouveau du contrat social. Donc ça, c'est le deuxième tome qui vient de paraître chez LexisNexis, dans lequel il y a un petit ajout qui est l'article dont Jacques va vous parler. L'idée étant que nous sommes dans une période de grands changements, à la fois la société évolue et en même temps nous voyons bien qu'il y a d'autres changements que nous allons subir, qui sont souvent provoqués. Enfin, on nous dit que c'est nous qui les provoquons, et c'est certain, c'est en toute certitude. Mais c'est un moment de réfléchir sur la façon de réorganiser notre société. Alors, je voulais simplement, pour présenter le travail, je vais simplement vous rappeler quelques points. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc, si d'une certaine manière, les théories du contrat social, c'est-à-dire ces théories qui tentent d'expliquer par quel miracle des individus égoïstes, autocentrés, arrivent à vivre ensemble sans s'entre-déchirer, d'une certaine manière, ce contrat social appartient aux philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Je ne vais pas vous les lister, je pense que vous les connaissez tous. Cependant, il ne manque pas d'antécédents, et les antécédents, on les oublie. Ainsi, selon Aristote, le premier auteur à avoir explicitement affirmé que la loi est un contrat, écrit pour garantir le respect mutuel des droits, Lycophon, qui a écrit au IVe siècle. Et on trouve en germe chez Lycophon l'idée selon laquelle le rôle des gouvernements doit être limité à la protection des droits individuels. Par la suite, Platon reconnaissant l'idée de l'égoïsme absolu, avance l'idée d'un accord passé implicitement entre les membres d'une collectivité afin d'éviter les affres de l'agression mutuelle. Le concept du contrat social médiéval provient du fait que le catholicisme, je vous prie de m'excuser, conçoit la société humaine comme une conséquence du péché initial. Sur ce sujet, la pensée scolastique, qui hérite de deux courants de pensée, celui d'Aristote, l'homme est un animal politique, et deuxièmement, le deuxième courant de pensée est lié au contrat romain qui, dès la redécouverte, mais on ne sait pas sûr que ça avait complètement disparu, des lois civiles romaines, a enrichi la pensée occidentale. Malgré tout, le pouvoir dans la conception scolastique vient de Dieu, et la Bible est elle-même une source d'inspiration des théories du contrat, puisque la Bible est remplie de contrats dans toutes les directions. Alors on pense tous que le renouveau de l'idée qui apparaît au XVIe, XVIIe siècle est lié essentiellement à Thomas Hobbes. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un autre théoricien, plutôt théologien britannique, qui s'appelle Richard Hooker, qui a été le premier à anticiper à la fois Hobbes, mais aussi Locke. Peut-être un petit peu moins Rousseau, mais Rousseau est assez révolutionnaire. Mais passons sur ces points. Je vous ai fait simplement ce petit rappel parce que c'est des points qui sont relativement obscurs. Nous ne sommes pas là pour nous abreuver d'histoire du contrat social, et si j'ai insisté là-dessus, c'est parce que chaque évolution a eu lieu en temps de crise, et c'est pendant les périodes de crise que les penseurs s'interrogent sur notre savoir-vivre ensemble. Or, nous vivons dans un temps de rupture, et les perturbations à venir nous semblent incommensurables, même avec celles qui ont agité le XXe siècle, et Dieu sait si celles qui ont agité le XXe siècle ont été brutales. Mais on voit bien que si nous ne changeons pas le cours des choses, non seulement nous allons aller vers une modification qu'on voit déjà à la fois climatique et de notre planète, mais aussi des heurts entre les êtres humains.
Et de plus, de nouvelles entités se sont assises autour de la grande table des relations humaines et nous questionnent sur la viabilité de notre contrat. Les deux genres discutent, alors que pendant plusieurs millénaires, seul le genre masculin s'était interrogé sur et avait pris le droit de la parole, mais aussi les cultures se sont assises à la table. Enfin, la nature nous rappelle avec beaucoup de bruit et de fureur, qu'à force de la négliger, elle finira par nous détruire. Dans tout ce vacarme, on n'entend presque pas la toute petite voix des animaux, et si on l'entend, c'est à peine à travers une sous-catégorie à laquelle notre espèce appartient, c'est-à-dire les mammifères. Nous avons par exemple un très grand penseur et éthologue qui s'appelle de Waals, si je ne dis pas de bêtises, qui nous présente les autres mammifères comme d'autres nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons prêter une oreille attentive aux propos de notre ami Jacques Leroy, professeur émérite de notre faculté et spécialiste du droit des animaux, à qui je vais de ce pas céder la parole. Eh bien, merci beaucoup pour ces paroles donc, élogieuses. Je suis très heureux d'être là ce soir parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois que l'on va parler dans cette enceinte universitaire à Orléans de droit animalier. J'aurais pu le faire déjà donc, depuis longtemps. En tant que professeur dans cette faculté, j'aurais pu proposer une telle conférence. Bon, cela n'a jamais été fait parce que l'occasion ne s'y est pas prêtée. Et lorsque mon ami Cyril Piattecchi m'a proposé l'année dernière d'écrire un article sur le thème des animaux dans un ouvrage sur le renouveau du contrat social, je vous avoue que je ne voyais pas trop ce que je pouvais dire parce que la théorie du contrat social relève de la philosophie politique et que, je connais comme tout le monde le contrat social, mais je ne voyais pas trop ce que l'animal pouvait faire dans ce contrat. Donc, comme il a insisté, que je me disais, il y a quand même quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y a quand même quelque chose à dire, sûrement, s'il me le propose d'ailleurs. Et donc j'ai réfléchi, et puis j'ai finalement réussi à trouver quelques idées intéressantes, je pense du moins, sur le sujet. Comme Cyril l'a rappelé, la théorie donc, du contrat social, c'est une théorie qui fonde une société civile, et cette société civile, elle est composée exclusivement d'êtres humains. Et les animaux n'ont absolument rien à y faire. Donc, et le droit naturel, qui est pourtant donc, un droit qui se veut être au-delà des droits civils et politiques, même le droit naturel qui est fondé sur la raison et sur la morale, c'est défini par rapport aux êtres humains, puisqu'il s'extériorise justement dans les droits de l'homme. Il y a des principes, c'est vrai, qui peuvent s'y rattacher, mais des principes qui sont contradictoires. Vous avez le principe de conservation, donc, que l'homme va invoquer chaque fois qu'il se trouvera face à un danger venant d'un animal en particulier. Donc là, c'est son intérêt qui prime. Et puis, il y a aussi, pour contrebalancer peut-être le principe de conservation, celui de pitié, car il peut être conscient que commettre des actes de maltraitance sur un animal est un comportement condamnable. Et à l'époque où la théorie du contrat social a été mise en place, donc, au XVIIIe siècle, vous avez des philosophes, dont Jean-Jacques Rousseau, qui marquaient une considération certaine pour les animaux. Donc, et il y a un certain nombre de pages dans son discours, d'ailleurs, sur l'origine et les fondements de l'inégalité pour les hommes,
donc, qui montre bien que, eh bien, il s'interdit de faire du mal à mon semblable. Voilà. Donc, il ajoute que ce n'est pas parce que c'est un être raisonnable, mais parce que c'est un être sensible, qualité qui est commune à la bête donc, et à l'homme. Donc, si l'on veut bien l'admettre qu'à notre époque, alors, comme l'a suggéré donc, Cyril Piattecchi, que le contenu donc, du contrat social s'élargit en même temps que s'élargit la notion de bien public ou de bien commun, et que ce nouveau contrat social donc, comprend des valeurs qui sont autres que celles qui avaient présidé à la naissance donc, de la théorie du contrat social au XVIIIe siècle, eh bien, on peut se demander, alors cette fois-ci, si l'animal ne peut pas donc, monter d'un degré et avoir une place à part entière au sein bon, de ce contrat social. Et c'est bon, cette idée que je voudrais développer après vous avoir montré que dans la théorie donc, du contrat social telle qu'elle existe encore aujourd'hui, parce que ce que je dirais c'est plutôt de la prospective, eh bien l'animal est exclu. Voilà. Mais encore une fois, si l'on a une approche donc, plus progressiste du pacte social, c'est là où l'animal donc, peut trouver sa place. Alors, dans le système bon, actuel, donc, tel que l'on peut concevoir la théorie donc, du contrat social, eh bien, on part du postulat que tout le monde connaît, selon lequel bon, c'est le contrat donc, qui va fonder la société, qu'il n'y a pas de société sans droit, donc ubi societas, ubi ius, et que ce droit eh bien, n'est fait que pour des êtres humains. Voilà. Et on en conclut alors tout simplement que la société des êtres humains et celle des animaux eh bien, sont des sociétés distinctes qui coexistent, mais qui obéissent bon, à des préoccupations très différentes et à des règles, si je puis dire, différentes. Bon, les sociétés des êtres humains vont obéir à des normes, bon, les animaux, mais il y a des espèces tout de même qui ont aussi des normes, hein, et les abeilles, et les loups et d'autres espèces, même marines. Donc, mais disons qu'elles obéissent plutôt à leur instinct ou à leur force. Donc, alors, dans cette proximité qui existe entre les hommes et les animaux, parce que les animaux sont quand même physiquement présents, eh bien le jeu a souvent tourné à l'avantage des hommes. Donc, et dans chaque fois qu'il y a des conflits d'intérêts, chaque fois qu'il faut choisir entre l'intérêt de l'animal et l'intérêt de l'homme, c'est souvent l'intérêt de l'homme qui a été privilégié. Donc, alors je voudrais m'arrêter un instant sur l'évolution qu'a connue la condition juridique de l'animal. Bon, vous savez probablement qu'à l'origine, bon, sans remonter trop loin, mais je m'arrête au Code Napoléon, eh bien que l'animal donc est une chose. Bon, c'est un bien meuble. Donc, bon, Potier l'avait classé, si vous lisez le traité sur les choses, bon, le classe les animaux comme des choses animées, donc voilà, appropriables pour les uns, sinon il y a des animaux sauvages. Et puis vous avez donc René Descartes avec sa fameuse théorie de l'animal-machine. Donc c'est une chose appartenant donc, à un propriétaire, et ce propriétaire peut en faire, comme pour toute chose mobilière, tout ce qu'il veut. Le code pénal, lui, donc de 1810, donc à la même époque que le code Napoléon, avait prévu tout de même des sanctions lorsqu'un animal était tué. Intentionnellement, il y avait des peines d'emprisonnement, mais cet animal devait appartenir à autrui. Autrement dit, ce qui était protégé à cette époque-là, c'était une fois de plus la propriété, beaucoup plus que l'animal pour lui-même. Bon. L'étape décisive, c'est évidemment la loi de 1850, qu'on a appelée la loi Grammont, qui a complété le dispositif, qui était quand même assez embryonnaire, par une législation
qui punissait la maltraitance. Mais assez curieusement, il fallait que les violences aient été commises publiquement et abusivement. D'ailleurs, le code pénal lui-même prévoyait des sanctions uniquement dans le cas où l'on tue un animal sans nécessité. Donc là, avec la loi Grammont, l'animal n'était pas non plus protégé pour lui-même, puisque ce qui était protégé, c'était la moralité publique. Donc, si l'on maltraitait un chien de ferme sur la voie publique, on était condamné, mais si on commettait les mêmes actes chez soi ou dans la cour de ferme, on n'était pas condamné. Donc c'était la vue de la violence qui était sanctionnée plutôt que la violence elle-même. Il faudra attendre 1959 pour que la condition de publicité disparaisse. 1963 pour que la contravention de maltraitance devienne un délit, cette fois-ci, donc dans le code pénal. Et puis, on arrivera à 1976, époque où l'on va pour la première fois reconnaître la qualité d'être sensible, mais cela figurera dans le code rural, donc, et ça concernera donc que les animaux d'élevage. Ensuite, vous avez 1999, et là, les animaux quittent la catégorie des biens quand il s'agit d'immobilisation par destination, puisque le législateur va distinguer désormais parmi les immeubles par destination les biens et les animaux. Donc, et puis, il y a bien la fameuse loi donc, du 16 février 2015, donc, qui, pour la première fois, dans le Code civil, à l'article 515-14, va proclamer donc, que l'animal donc, est un être vivant et sensible. Et il ajoute, alors cela pour satisfaire ceux qui avaient peur que la reconnaissance de la sensibilité de l'animal dans le Code civil puisse le faire accéder à un rang égal à celui de l'homme, parce que ces détracteurs raisonnent par anthropomorphisme, n'est-ce pas? Ils s'imaginent que parce qu'on va s'intéresser à l'animal, il y a un danger pour l'être humain. Donc le Code civil ajoute, sous réserve des lois qui le protègent, donc l'animal est soumis au régime des biens. Alors du coup, il y a un certain nombre d'auteurs dans la littérature juridique qui se sont emparés de cette deuxième phrase, cette seconde phrase, pour dire que rien n'avait changé. Puisque la proclamation que l'animal est un être sensible, donc, l'avait déjà été en 1976, et que le fait de soumettre l'animal au régime des biens, quand on sait que le régime est commandé par la catégorie juridique, prouve bien que l'animal n'a pas changé de catégorie et qu'il est resté une chose. Alors c'est une approche qui est évidemment très partisane et qui repose sur une interprétation restrictive du texte et qui ne correspond absolument pas donc, aux vœux du législateur. Parce qu'il faut quand même bien vous dire que le code civil, ce n'est pas n'importe quel code, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'était comme il était dénommé de cette manière-là en 1804, c'est le code civil des Français. Autrement dit, c'est le code dans lequel vous trouvez toutes les règles qui gouvernent la vie quotidienne, la vie dans la famille, la vie dans la société. Bon. Ensuite, on a décliné certaines de ces règles dans le Code de commerce. Je pense aux dispositions sur le droit des sociétés qui ensuite sont devenues, on les a déclinées dans le Code de commerce. On a pu trouver le Code de la consommation et autres. Mais le Code civil, c'est le monument fondamental. Demandez à qui vous voulez de citer un code. Donc, en France, on vous parlera tout de suite du Code civil. Donc, écrire dans un code de telle importance que l'animal est un être vivant et doué de sensibilité n'est pas tout de même innocent donc, et mérite le respect que l'on y doit. Donc, symboliquement, c'est un texte très important. Et c'est un texte qui est certes déclaratoire,
puisqu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de... c'est pas, hein, on vous dira aussi qu'une norme juridique suppose qu'il y ait une sanction. Là, il n'y a pas de sanction. Mais vous avez d'autres textes comme ça, déclaratoires. L'article 371, selon lequel l'enfant, à tout âge, doit honneur à ses pères et mères, qui existe toujours, d'ailleurs, à l'heure où je vous parle. Eh bien, c'est un texte également déclaratoire. Bon. Et nul n'a considéré que c'était un texte inutile. Voyez. Donc, déjà, de ce point de vue-là, c'est très important. Sur le plan, maintenant, technique, il est clair que l'article 515-14 vise tous les animaux. Je dis ça parce que vous avez des collègues, hein, que j'estime, qui sont même des spécialistes de droit des animaux, qui se sont permis donc de dire que ce texte ne concernait que les animaux appropriables, tout simplement parce qu'il est situé dans le livre 2 sur les biens et les modes d'acquisition de la propriété, donc, et que par conséquent, ça ne pouvait pas concerner les animaux sauvages. Mais les animaux sauvages, si je me souviens bien, sont des res nullius. Et les res nullius, donc, ça fait partie des biens. Donc ce ne sont pas non plus des êtres qui sont hors des catégories. Donc l'animal, quand on écrit l'animal, eh bien c'est tous les animaux. Alors reste cette fameuse phrase être soumis au régime des biens. Voilà. Eh bien je pense que l'animal, pour l'instant, n'a pas de statut juridique. Bon. Le Code civil déclare sous réserve des lois qui les protègent. C'est déjà cela qui est mis en avant. À défaut de lois qui les protègent, ou à l'exception des lois qui les protègent, c'est le régime des biens qui s'applique. Donc ce régime des biens, il est à défaut d'avoir autre chose, et surtout, je pense qu'on se sert ici d'une technique bien connue chez les juristes, qui est la technique de la fiction juridique. C'est-à-dire qu'on va considérer comme un bien l'animal pour certaines opérations juridiques. Bon, aujourd'hui, si vous voulez avoir un chat ou un chien ou un cheval, eh bien, vous allez l'acheter. Voilà. Bon, il n'y a pas tellement d'autres moyens de l'obtenir. Si vous voulez. Donc, il y a nécessairement, à titre subsidiaire, l'obligation de se servir aujourd'hui du droit que l'on a et donc du droit des biens. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut, parce qu'on va appliquer le régime des biens, et là, évidemment, je distingue entre catégorie donc, et régime, que l'animal est nécessairement ou est resté donc, un bien. Voilà. D'ailleurs, depuis 1999, encore une fois, donc, bien, on avait bien dissocié les biens et les animaux. Donc, c'est un article donc, qui est évidemment fondamental. Bon, mais cela dit, ça ne remet pas en question les rapports que peut entretenir l'homme avec l'animal chaque fois, justement, qu'il y a un conflit d'intérêts. Parce que la protection de l'animal dans notre droit est une protection qui s'exerce, je dirais, verticalement, dans le cadre de ce que les étudiants connaissent bien, dans le cadre du droit objectif. C'est-à-dire que c'est une protection qui est consentie par l'État donc, à l'animal et qui permet d'éviter, évidemment, que l'on soit obligé d'attribuer des droits à l'animal, des droits qui seraient alors revendiqués. Donc c'est une protection qui vient du haut, qui descend donc sur l'animal et qui va prendre en considération l'intérêt légitime de l'animal, qui devient juridiquement protégeable, donc objectivement, en fonction de la catégorie donc, dans laquelle il est situé. Donc, et il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a des catégories donc, en France, donc, dans lesquelles sont inscrits les animaux, et cette protection, elle est différenciée selon cette catégorie. Alors vous avez, donc, si vous voulez, pour faire simple, deux grandes catégories, donc, ce qui est la catégorie des animaux donc, appropriés ou appropriables, et qui correspond donc, aux animaux domestiques et assimilés. Et puis vous avez l'autre catégorie donc, qui correspond aux animaux sauvages. Et à l'intérieur de ces catégories, vous allez retrouver des sous-catégories avec une protection qui va de la protection la plus absolue jusqu'à l'absence de protection ou d'une protection relative. Par exemple, dans la catégorie animaux domestiques, eh bien, vous allez avoir les animaux de compagnie qui sont hyper protégés,
Donc, et ensuite, vous avez les animaux d'élevage, donc, alors qui, eux, sont protégés, mais chaque fois qu'il y a un conflit d'intérêts avec l'homme, donc en matière d'expérimentation animale, en matière d'élevage, donc pour la consommation, ou en matière d'utilisation pour le loisir, donc la chasse ou les corridas, par exemple, eh bien là, évidemment, on a des atténuations significatives de cette protection. Quant aux animaux sauvages, eh bien, vous retrouvez une protection absolue pour les espèces protégées. Donc, ensuite, vous avez le gibier, et puis après, vous avez les nuisibles, à l'intérieur desquels vous avez les bons nuisibles et les mauvais nuisibles. Donc les bons nuisibles comme le sanglier, donc, et les mauvais nuisibles, eh bien, comme le rat, comme le ragondin ou d'autres espèces de ce genre. Bon. Or, l'animal est le même. C'est toujours un être organiquement et psychologiquement sensible. Et je prendrai l'exemple, parce que celui-là je l'aime bien, donc, du renard. Le renard donc, est un animal qui est classé par certains préfets, puisque le classement en nuisible dépend des préfectures et des départements, donc il va être classé, supposons, en nuisible, dans certains départements. Mais si l'on se trouve en période de chasse, alors notre renard devient un gibier, et il n'est plus possible de le détruire par tous les moyens possibles et inimaginables, comme peuvent l'être les nuisibles, il devient un gibier. Donc on ne peut le tuer qu'en utilisant les méthodes de la chasse. Et si ensuite je parviens à capturer mon renard, voire de l'apprivoiser, donc comme l'avait fait le eh bien alors là, donc, il devient hyper protégé. Je ne peux plus toucher un seul poil de mon renard sans risquer 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc vous voyez que mon renard est toujours le même, la pauvre bête, donc ça le dépasse complètement que d'autorité, l'État a décidé de le placer en telle catégorie qui peut changer d'ailleurs. Tout ça c'est arbitraire. Et donc, il est important quand même que l'on tienne compte, et c'est le cas de l'article 515-14, eh bien, de la nature du renard, qui est toujours un être vivant donc, et sensible. Donc, alors, ce législateur donc, est arbitraire, et ce législateur, eh bien, il est aussi parfois, et même malheureusement souvent, incohérent. Alors, 2 exemples simples. La question de la corrida. La question de la corrida. Dans le code pénal, vous avez ce texte qui sanctionne les actes de cruauté sur les animaux. Et puis, il y a donc une exception. Donc, on pourrait parler d'autorisation de la loi, de fait justificatif pour un pénaliste. C'est les combats de coqs et les combats de taureaux qui sont fondés sur une tradition locale ininterrompue. C'est un texte qui date de 1951. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'entre 1850, date à laquelle la loi Grammont a été votée, et punissant la maltraitance sur les animaux, et 1951, toute corrida donc, était en violation manifeste avec la loi pénale. Or, les corridas, justement, ne sont pas nées après 1951. Elles ont commencé à se développer à la fin du 19e, surtout au 20e siècle. Et, par conséquent, s'est mise en place à l'époque une pratique, une coutume, surtout quand elle était répétée régulièrement dans certaines villes de France, donc en violation manifeste avec la loi pénale, et en matière pénale, les coutumes contra legem, comme on les appelle, n'a pas droit de citer. La loi pénale est une loi impérative, d'ordre public. Ce n'est pas une loi que l'on peut, comme cela, manipuler. Donc, bon. Et aujourd'hui, alors maintenant, évidemment, en 1951, donc, on autorise les corridas sur une tradition locale ininterrompue. Donc la tradition n'a pu exister, et les tribunaux y sont très sensibles, qu'avant 1951. La tradition est longue. Bon. Et donc on va aujourd'hui fonder alors donc une exception à une loi pénale, donc d'abord d'application territoriale sur tout le territoire de la République, aussi bien à Mont-de-Marsan qu'à Limoges ou à Orléans. Donc la loi pénale s'applique partout. Eh bien, malgré tout, on va appliquer cette exception sur le fondement d'une coutume
qui est parfaitement illégale et qui s'est développée alors qu'elle ne devait pas se développer. C'est quand même assez curieux donc, de voir une législation donc, de cette nature donc, qui met en avant finalement la violation même de la loi pénale. Bon, c'est ainsi. Les tentatives de certaines associations de faire abroger ce texte ont échoué, le Conseil constitutionnel en 2015 ayant jugé que le texte était parfaitement clair. Alors là, c'est la pire des décisions du Conseil constitutionnel peut-être, parce qu'on ne peut pas dire que la notion de tradition locale ininterrompue est claire, puisque le garde des Sceaux en 87 avait refusé d'ailleurs de la définir sur une question écrite, et il n'y a pas un jugement qui arrive à se mettre d'accord quand c'est discuté de savoir si la corrida est possible à Nîmes, à Montpellier, à Mont-de-Marsan ou ailleurs. Chacun y va de sa tradition qui des fois est interrompue mais qu'on oublie. Enfin, je veux dire, c'est le flou le plus total. Et malgré tout, eh bien, le Conseil constitutionnel dit non, non, tout ça c'est très clair. Donc bon, là, il y a un peu de lobby des chasseurs derrière et aussi d'ailleurs des lobbies politiques sûrement pour des raisons économiques d'ailleurs, parce que les corridas sont utiles pour certaines villes. Autre exemple, l'abattage rituel. Ah, l'abattage rituel, voilà quelque chose de tout à fait intéressant, puisque vous avez dans le Code rural, en matière d'abattage des animaux d'élevage, une obligation, avant la mise à mort, l'obligation d'étourdissement. Et la violation de cette obligation d'étourdissement est une contravention. Bon, certes, une contravention de 4e classe, bon, on n'est pas au délit, enfin, c'est une infraction pénale. Bon, ça, c'est une infraction pénale. Mais il y a une exception. L'exception, c'est l'abattage rituel. Alors, le problème, donc, c'est d'abord que l'application de la loi pénale, une fois de plus, s'applique, alors cette fois-ci, en fonction d'une tradition religieuse. Bon, dans un État laïque, ça peut surprendre. Bon, mais passons sur cette particularité. Il faudrait au moins qu'il y ait un consensus donc, sur le fait de ne pas étourdir un animal donc, pour avoir la viande qui convient, la viande cachère ou halal, donc, et que ça corresponde évidemment à la tradition religieuse. Or, il n'y a pas de consensus. On avait à une époque demandé au recteur de la mosquée de Paris, donc M. Boubacar, donc, si justement l'étourdissement était compatible ou non avec la loi islamique. M. Boubacar ne connaissait absolument pas la question, il a dit « j'en sais rien, je vais me renseigner ». Et il s'est donc adressé à un docteur de la loi islamique. Et le docteur de la loi islamique a répondu que l'étourdissement était parfaitement compatible avec la loi islamique. Voilà. Seulement, comme il n'y a pas une seule interprétation de la loi islamique, on n'est pas comme la religion catholique où il y a le pape qui décide, donc là, ce n'est pas le cas. Et donc, chacun, évidemment, a son interprétation. Mais à partir du moment où il y a donc un flou de plus, d'ailleurs, dans l'interprétation d'une partie d'une disposition pénale, donc je ne vois pas comment, donc là aussi, donc on peut accepter que l'on puisse comme ça donc faire dépendre donc une sanction eh bien d'une interprétation de nature religieuse. Alors je pourrais multiplier les exemples. En matière d'expérimentation animale, c'est la même chose. Vous lisez les textes, vous êtes saisi de stupeur. Par exemple, vous voyez qu'on peut faire une expérimentation sur les animaux à partir du moment où, il n'est pas possible de recourir à une autre méthode scientifique acceptable. Alors là, le droit pénal demande d'être précis, clair. Bon, et c'est loin d'être le cas. Bon, et lorsque l'expérimentation est autorisée, qu'il y a un risque, enfin qu'il n'y a même pas un risque, qu'il y a une mise à mort, eh bien il y a des règles. Autrement dit, vous avez des textes qui, d'un côté, essayent de marginaliser l'expérimentation animale. D'ailleurs, on pourrait faire un parallèle avec l'expérimentation sur les embryons humains, puisque c'est à peu près les mêmes textes, c'est-à-dire qu'on marginalise l'expérimentation animale, mais en même temps,
on la rend licite parce qu'on la réglemente, quoi. Donc on sent bien que le législateur, il se cherche, là. Il sait qu'il ne faut pas le faire, mais qu'on ne peut pas l'éviter quand même. Alors il y a des textes qui se culbutent entre eux. Bon, tout cela, ce n'est pas très satisfaisant pour l'esprit. Alors est-ce qu'il est possible, et j'en arrive alors à la deuxième aspect de mon propos, eh bien de faire évoluer ce statut juridique de l'animal par rapport à ce qu'il est, aujourd'hui. Et c'est là où j'en reviens à l'approche contemporaine du contrat social, parce que visiblement, donc là, on a peut-être donc un angle d'attaque qui n'est pas simplement du reste juridique, mais qui est aussi politique. Donc il y a un auteur philosophe qui s'intéresse aussi à la science politique et sociologue, qui est Pierre Rosanvallon, et qui est très attaché à une notion qu'il appelle la démocratie d'exercice. Cette théorie, si vous voulez, la démocratie d'exercice consiste à dire que les citoyens d'un pays, eh bien, entendent aujourd'hui, donc nous sommes là au moment où je vous parle, entendent s'approprier l'exercice du pouvoir, entendent s'approprier les valeurs donc, qu'ils croient être nécessaires donc, pour vivre donc, dans la société dans laquelle donc, ils vivent, et ils les défendent eux-mêmes parce que les corps intermédiaires, à leurs yeux, ne le font pas avec suffisamment d'énergie. Et on peut, avec ce raisonnement, évidemment, aller vers ce que John Rawls et d'autres d'ailleurs appelaient la désobéissance civile. Donc, c'est-à-dire que face à des lois injustes que l'on rejette, eh bien, au nom du bien commun, eh bien, de refuser de les appliquer. Donc, et je pense qu'on a quand même depuis un an maintenant un certain nombre d'exemples qui peuvent venir à l'esprit, donc, mais qui ne concernent pas nécessairement la cause animale. Je pense donc à ce qu'ont fait les Gilets jaunes, donc au grand débat, donc, je pense donc aux manifestations donc, des écologistes et de tous ceux qui réclament des comptes aux États donc, pour ne pas faire ce qu'il est nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc vous sentez bien que les citoyens d'aujourd'hui sont très différents de ceux qu'ils étaient ou de ce que nous étions il y a encore une trentaine d'années. Voilà. Bon, aujourd'hui, donc, on veut des actes, il y a un certain nombre de valeurs justement qu'on estime être fondamentales donc, et qu'il faut mettre en avant. Alors il y a une évolution des mentalités, heureusement, il y a une prise de conscience donc, du danger que menace la biodiversité, la santé de chacun. Donc, et là, ça renvoie donc, à l'élevage des animaux. Bon, la biodiversité, ça renvoie évidemment aussi donc, à la disparition donc, des espèces. Donc, il y a changement des générations. Donc, sans être polémique, mais le fait que le permis de chasse, donc que le prix, le coût du permis de chasse ait été divisé par 2, donc est la preuve qu'on cherche à attirer et à conserver, du moins aussi, toute une partie de la population qui s'était détachée un peu de la chasse. Donc, donc il y a une modification, comme il y a une question d'éducation aussi dans les écoles. On éduque les enfants aussi pour le respect de la nature. Donc, alors, c'est vrai que parfois, c'est pas l'animal lui-même qui est protégé. Quand on protège l'environnement, on ne protège pas l'animal pour lui-même, mais l'animal profite indirectement, de toute façon, de cette protection. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on peut se demander eh bien, si il n'est pas possible de mettre au rang des valeurs fondamentales bien, le bien-être, pas simplement la bientraitance de l'animal, mais son bien-être, donc, et que ce bien-être devienne une clause
donc, du pacte social. Alors peut-être faut-il le faire évoluer, hein, pas le contrat social. Il y a un côté donc un peu archaïque, théorie de philosophie politique. Bon, la notion de pacte social donc est peut-être beaucoup plus empirique. Donc, mais c'est peut-être un moyen aussi donc à ces citoyens de se saisir donc de la cause animale. Bon, il faut quand même remarquer que depuis quelques années, la question animalière intéresse beaucoup de gens. Vous avez beaucoup de débats publics organisés par le journal Le Monde, notamment. Ils en ont organisé plusieurs dans les années passées. Bon, vous avez des ouvrages, hein, Mathieu Ricard avec son plaidoyer pour les animaux, Frédéric Lenoir, France-Olivier Gisbert avec L'animal est une personne. Donc c'était à celui qui, il y a encore 2 ans, 3 ans, sortait un livre sur les animaux. Et dans les universités, alors que la question animalière était tout de même considérée comme étant superflue donc, et accessoire, eh bien, se développent maintenant des formations. Bon, alors, il y a bien sûr la faculté de droit de Limoges qui a été précurseur, donc, en l'occurrence. Mais récemment, il y a Aix-en-Provence qui se met à créer un diplôme de droit animalier. Donc Montpellier s'y intéresse très certainement. Strasbourg aussi, Brest, Toulon. Donc voilà un certain nombre d'universités, elles se multiplient, donc qui commencent à se dire, mais là, il y a donc il y a une brèche, là, il y a quelque chose à faire, il y a du grain à moudre. Donc tout cela, ça participe, si vous voulez, de la prise de conscience que la question animalière est au cœur aussi de nos préoccupations. Alors à partir du moment où l'on a cette prise de conscience, eh bien, on doit pouvoir arriver à faire évoluer le statut de l'animal sur 2 points. Le premier point, qui est la condition préalable à tout statut, c'est de reconnaître la personnalité juridique. Il faut reconnaître la personnalité de l'animal. Et à partir du moment où on a reconnu la personnalité juridique de l'animal, alors après, on peut lui accorder des droits. Et donc faire en sorte que mon intérêt légitime, juridiquement protégeable de tout à l'heure, devienne un intérêt légitime, juridiquement protégé, donc pour reprendre la formule de Jhering, donc qui a servi de base à la notion de droit subjectif. Donc, est-ce que la personnalité juridique de l'animal est possible? La réponse est oui. Il n'y a aucun problème. Mais alors là, aucun. Techniquement, le droit peut tout faire. Donc, et René de Mogh, en 1909, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, a déjà plaidé pour étendre donc, aux animaux la théorie de la réalité de la personne morale appliquée aux sociétés donc, et aux associations. Autrement dit, à partir du moment où on reconnaît très simplement qu'une société commerciale, qu'une association, donc une personne morale a la personnalité juridique, je ne vois pas ce qui empêche de dire la même chose pour un animal. C'est-à-dire on est sur un terrain technique, simplement. Ce n'est pas parce qu'on va reconnaître la personnalité juridique à l'animal que cet animal va accéder à la personnalité physique à l'égal de l'être humain. Tout dépend de ce que vous mettrez donc, avec cette personnalité juridique. Les droits que vous y rattacherez seront des droits qui seront fonction donc, de la catégorie à laquelle donc, il appartient. Donc, bon, il est certain qu'un animal sauvage ne peut ne pas avoir les mêmes droits, si vous accordez des droits, donc, que l'animal, que le chat ou le chien, donc, parce que son espèce est différente, son existence donc, est différente. Donc tout cela, du moins, ne pose pas de problème sur le plan juridique, j'entends, purement juridique. Donc, et vous avez 2 exemples concrets qui traduisent déjà cette personnalité juridique. Alors le premier exemple, il est à l'étranger, donc c'est le jugement du tribunal de Mendoza, donc en Argentine, du 3 novembre 2016, donc, qui concernait une chimpanzé qui s'appelait Cecilia. Et Cecilia vivait dans un zoo, bon, elle était malheureuse, elle était plus ou moins bien traitée, plutôt mal que bien. Donc, et la question s'est posée s'il fallait lui redonner la liberté. Voilà. Eh bien, le juge a considéré que les animaux, et donc le juge de Mendoza a appliqué l'habeas corpus. Tout à fait étonnant, parce que l'habeas corpus est fait pour les êtres humains. C'est ce qui assoit la liberté individuelle, et ça ne concernait que les êtres humains.
Voilà ce que dit le juge. Les animaux doivent avoir des droits fondamentaux et relever d'une législation en concordance avec ces droits pour les protéger dans la situation particulière où ils se trouvent, en fonction de degrés d'évolution que la science a déterminé qu'ils peuvent atteindre. Il s'agit d'accepter et de comprendre une fois pour toutes qu'ils sont des êtres sensibles ayant une personnalité juridique avec des droits fondamentaux. Et Cecilia a été renvoyée donc, dans un parc national donc, où elle a pu s'ébattre à souhait. Et ça, c'est l'exemple argentin. Et puis, il y a l'exemple français. Aussi incroyable que ça puisse paraître, la France donc, a déjà reconnu la personnalité juridique de l'animal. Seulement, ça ne s'est pas passé sur le territoire de la métropole, ça s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Et évidemment, avec le référendum il y a un an, je crois, on pouvait se demander si la Nouvelle-Calédonie allait rester dans la France. Mais elle y est restée. Donc finalement, c'est toujours la France. La Nouvelle-Calédonie disposant d'une autonomie de gestion, elle a souhaité avoir un code de l'environnement. Et dans ce code de l'environnement, il y a des principes, un préambule, et c'est les îles Loyauté, donc de la province des îles Loyauté, c'est l'Assemblée qui a adopté, donc en 2016, ces principes fondamentaux. Et il y a un article 110.3. Le principe unitaire de vie signifie que l'homme appartient à l'environnement qui l'entoure. Certains éléments de la nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres. Voilà. Et donc les éléments en question, eh bien, ça comprendra des éléments des espèces animales, alors évidemment qui concernent les habitants de ces îles, c'est-à-dire il y aura pratiquement sûr les tortues, donc les requins aussi, donc il y a un certain nombre. Bon. On sait qu'il y a des pays qui ont reconnu la personnalité juridique à des fleuves, donc bon, j'ajouterais que cette volonté, on en parlait avant d'entrer dans cette enceinte, eh bien qu'il y a une volonté d'étendre la personnalité juridique. Tout le monde sait que le Parlement européen en 2017 donc, a voté une résolution pour doter de la personnalité électronique les robots. Donc, bon, et cela est très sérieux, n'est-ce pas? Donc, et puis, vous avez aussi le projet de déclaration qui a été remis au président de la République en 2015, dans la suite de la COP 21, pour reconnaître des droits à l'humanité, donc ce qui supposerait que l'humanité a la personnalité juridique. Donc, et sûrement qu'on n'a pas fini la liste. Donc, moi, je veux bien que l'on reconnaisse la personnalité juridique aux robots, à l'humanité, mais à ce moment-là qu'on commence déjà donc, par reconnaître la personnalité juridique donc, aux animaux. Alors, si on reconnaît la personnalité juridique aux animaux, on lui accorde des droits, et des droits, pourquoi faire? C'est là que la question peut se poser, et que certains ont pu dire. Moi, j'ai soutenu d'ailleurs aussi ce raisonnement il y a quand même une quinzaine d'années, en me disant mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que il suffit d'augmenter la protection, de modifier cette protection, donc par exemple d'augmenter le taux des peines. Si on considère que ce n'est pas suffisant, en cas d'abandon de l'animal, bon, de supprimer certaines conditions, bon, on peut améliorer la condition de l'animal sans nécessairement passer par une modification de son statut. Voilà. Et ça, c'est l'argument de certains. Et ils ajoutent, en utilisant le propos de Jean Carbonnier il y a déjà quelques années, donc, qui contestait, et je suis d'accord avec lui d'ailleurs, une subjectivisation à outrance de la société et des droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des droits partout. Il y a des droits subjectifs, il y en a autant qu'on en veut. On raisonne tout par individu. Donc c'est la question de savoir si on peut multiplier encore les droits. Alors donc on peut se demander cela. Alors moi je réponds que en raisonnant par analogie avec la naissance des droits de la personnalité humaine. Il y a des droits de la personnalité qui sont des droits subjectifs, bon, le droit au nom, le droit à l'image, etc. Tout le monde connaît ça. Bon. Ils n'ont pas toujours existé, enfin du moins n'ont pas toujours été concrétisés. Mais les atteintes étaient protégées. Vous aviez le droit pénal, qui servait à protéger, à empêcher ces atteintes. Si la loi pénale n'existait pas, il y avait la loi civile, avec la responsabilité civile, l'article 1382, 1240 aujourd'hui.
bon, avec à la clé l'allocation de dommages-intérêts. Mais on s'est aperçu que petit à petit, il suffirait de se reporter à la jurisprudence, donc, que les tribunaux bien n'invoquaient 1382 qu'à titre purement formel. Autrement dit, c'était le seul texte sur lequel ils pouvaient motiver leur décision, mais qu'en réalité, eh bien, ils prononçaient une sanction qui n'avait plus rien à voir avec celle de la responsabilité civile. Et donc, d'une certaine forme, ils dévitalisaient cette responsabilité civile parce qu'ils se apercevaient que ça ne répondait pas donc, à l'objectif d'une protection spécifique d'atteinte à la personne. Et donc est né, comme cela, donc, bien, les droits de la personnalité, parce qu'on s'est aperçu que cela valorisait l'être humain, donc, parce que cela mettait en avant certaines prérogatives attachées à sa personne, et que ces prérogatives étaient protégées par des sanctions propres, distinctes de celles prévues par l'article 1382. Donc là, on changeait de registre et on faisait naître des droits subjectifs, puisque les droits subjectifs sont des droits, donc des prérogatives qui sont sanctionnés par des mesures distinctes de celles de la responsabilité civile. Eh bien, moi, je dis que reconnaître des droits à l'animal, eh bien, c'est le valoriser, justement. C'est le valoriser et reconnaître sa place dans ce fameux pacte social donc, que j'évoquais. Donc, voilà. Et cette approche juridique que je développe et qui doit permettre évidemment de reconnaître des droits très particuliers. Vous avez, par exemple, pour un animal de compagnie, ce serait le droit de ne pas être dressé au-delà de ce qui est nécessaire pour son éducation, le droit de bénéficier de soins, l'animal d'élevage pour la consommation, puisque bon, il ne s'agit pas d'interdire la consommation de viande, donc eh bien, de prévoir que durant sa vie, sa courte vie, eh bien, il soit traité dans les meilleures conditions possibles. Alors ça peut concerner l'élevage des canards, l'élevage des poules, des poulets, etc. Donc on en parle suffisamment aussi dans la presse pour voir les conditions dans lesquelles vivent certains animaux. Donc, bon. Mais le fait de créer des droits, ça compléterait des interdictions par des devoirs positifs de l'homme. C'est-à-dire qu'on arriverait donc à faire en sorte que les équipements publics, que les constructions, les infrastructures tiennent compte de l'existence des animaux. Par exemple, les éoliennes, eh bien, se poser la question de savoir s'il faut les mettre, enfin, ou ne pas les mettre, sur les passages des oiseaux migrateurs, par exemple. Vous voyez, bon, donc, de tenir compte de tout cela. Tenir compte bon, au niveau des routes, au niveau des constructions, de ne pas faire comme si les animaux n'existaient pas, donc de les intégrer dans les programmes d'urbanisme ou d'autres. Et là, on touche évidemment à l'aspect politique qui a amené les deux chercheurs canadiens, dont l'un est professeur à l'université d'Ontario, qui s'appellent Will Kymlicka et Sue Donaldson, qui ont écrit un livre, que j'ai là d'ailleurs, il y a quelques années, qui s'appelle Zoopolis. Donc, alors eux vont beaucoup plus loin donc, que l'on peut aller avec les droits, puisqu'ils veulent ils veulent faire des animaux des citoyens. Alors il ne s'agit pas, évidemment, c'est facile de dire des citoyens, alors là, où va-t-on, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont des sujets de droit plus des citoyens. Il s'agit justement de donner corps à cette notion de pacte social. Parce que quand on parle de pacte social, évidemment, les êtres humains qui en font partie sont des citoyens. Voilà. Donc, et indiquer que les animaux sont des citoyens, c'est les placer dans une relation d'interdépendance, donc d'interaction avec les êtres humains. Et justement, ça met le débat, ça pose le débat, non plus simplement sur le terrain purement technique qui est celui du droit, donc, mais sur un terrain plus politique, bon, qui peut intéresser évidemment beaucoup plus la population française. Donc l'animal devient un citoyen particulier qui ne participe pas au débat
au débat social, évidemment. Il ne va pas aller voter, il ne va pas aller s'exprimer plus publiquement. Mais vous me direz, les enfants en bas âge, les handicapés mentaux, ne s'expriment pas politiquement et ce sont des citoyens. Donc, de ce point de vue-là, là aussi, ça suppose de changer de regard sur l'animal. J'avoue que ce n'est pas facile. Que ce n'est pas facile d'admettre tout cela, parce qu'on est évidemment conditionné par ce qu'on a pu apprendre, par la vie qu'on a pu mener et par la structure de la société dans laquelle on vit. Donc, voir arriver avec ses quatre pattes l'animal, d'une certaine manière, ça peut déranger. Si vous voulez. Ça peut déranger. Mais une fois que l'on a été dérangé, surpris, après, je pense qu'on peut facilement l'accueillir. Donc voilà comment on peut voir les choses. Je suis persuadé, alors que, vous savez, je ne suis pas... j'ai jamais été, à l'origine, porté vers le droit des animaux. Je suis civiliste, pénaliste. C'est ma rencontre avec mon ami Jean-Pierre Marguenot, qui, lui, avait fait sa thèse il y a plus de 30 ans sur l'animal en droit privé. Et je vous assure que proposer comme sujet, c'était lui qui avait proposé le sujet, à un directeur de thèse qui s'appelait Claude Lombois, qui était professeur de droit privé, de pénal et de droit international privé, très carré. Et ensuite, prétendre préparer le concours d'agrégation avec une thèse sur l'animal, il fallait que la thèse soit brillante, Il n'y avait pas là à se louper, comme on dit. Donc, il a réussi. Donc, il y a pas de... Mais à l'époque, c'était risqué au possible. Donc, depuis 30 ans, les choses ont bien changé, justement. Et votre présence ce soir, d'ailleurs, montre bien, quand même, qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'intéressent maintenant à ces questions. Donc, ces questions qui, d'ailleurs, sont très transversales, puisque ça touche tous les domaines de la science, ou des sciences. Je ne parle pas des sciences, évidemment, médicales ou vétérinaires ou autres. Je parle des sciences humaines, des sciences sociales. Ça touche le droit, ça touche aussi, évidemment, l'économie. Donc, ça touche dans le droit l'environnement. Vous voyez, et ça concerne à la fois la théorie juridique pure, ça concerne la philosophie politique. Donc vous avez là une question qui est vraiment irradie dans tous les domaines de la recherche scientifique. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis content d'avoir pu le faire. Donc je vous remercie.